Bonsoir. Merci pour cette introduction, cette longue introduction sur effectivement le travail que nous faisons maintenant depuis plus de 20 ans avec Jean-Marie Tilleul, qui touche les lieux de la mobilité. C'est un peu le fondement de notre travail et effectivement c'est un bon lien avec cette expo qui ouvre la semaine prochaine. Ces lieux de la mobilité dont je vais revenir un peu dessus là aujourd'hui, qui ont été traités effectivement de manière très fonctionnaliste au cours du XXe siècle et dont on pense qu'ils peuvent être des moteurs pour repenser l'espace de la ville à condition qu'on recentre cet espace autour de l'homme et du piéton et qu'on dessine les villes en conséquence. Alors, ce soir, on va évoquer cela, mais de manière plus précise, ce qui m'a été demandé, c'est bien entendu de réfléchir avec vous sur la manière dont ce patrimoine industriel lié au ferroviaire, ce patrimoine qui est d'un côté du bâti, de l'autre du foncier, des grands espaces, parfois maintenant au cœur des villes, parfois en race campagne, se transforme, avec quel moteur, quel levier, et comment leur usage peut être très pertinent dans la manière dont la ville se constitue aujourd'hui. Alors, parler de la transformation de ce patrimoine ferroviaire, c'est en fait raconter une étape, qui est l'étape actuelle, de ces 150 ans d'histoire de relations entre le fer et la ville. Et pour aborder cette question des mutations de ces terrains, de ces bâtiments au cœur des villes, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit flashback sur la constitution même de ce patrimoine industriel. Alors, je vais commencer en étant extrêmement simpliste. Il faut bien parfois, pour partir d'idées simples, pour aborder l'Orient complexe, comme disait De Gaulle, l'idée simple que la ville, finalement, a peu changé de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, dans sa forme, parce que l'une des fonctions essentielles de la ville, la mobilité, était toujours régie par finalement les mêmes moyens que dans l'Antiquité, à savoir que jusqu'en 1850, on se déplace à pied ou à cheval dans les villes. Et ça, c'est fondateur de la structure spatiale de la ville. Cette mobilité qui s'organise dans une figure urbaine, générique, qui est celle de la rue. Et puis quand les rues se croisent et que l'espace s'élargit, on appelle ça une place. Et donc ces rues et ces places, dont le dessin bien sûr évolue de la ville médiévale à la ville baroque, de la ville baroque à la ville classique, deviennent et restent les figures tutélaires de l'espace ouvert des villes et régissent tout l'ordonnancement du bâti. Le grand tournant, le grand basculement, c'est bien l'arrivée du train. L'arrivée du train et tout ce qui va suivre. Mais le premier, c'est bien le train. Le premier transport mécanisé, la première mobilité mécanisée. On cesse de se déplacer uniquement à pied ou mu par la force animale. On met la mécanisation, les progrès techniques qui permettent par ailleurs l'industrie, au service de la mobilité. C'est le train. Et quand apparaît le train, c'est toute la relation en fait au temps et à l'espace qui va basculer, et donc la forme des villes aussi. Il s'agit d'abord de relations de ville à ville, avec les trains, le train qui crée un raccourci dans l'espace-temps, le chemin de fer qui en même temps, vous le savez, unifie l'heure sur tout le territoire. Quand le réseau en étoile s'est créé autour de Paris, tous les matins, il y avait le premier mécano de la première motrice qui partait, il partait avec l'heure, et puis il l'apportait dans les pays qu'il allait visiter, pour que toutes les horloges de toutes les gares de France soient aux mêmes heures, alors que chacun avait son heure précédemment. On invente les gares, un nom d'ailleurs qu'on emprunte aux bateliers,
sur les canaux, sur les fleuves, l'endroit où stationnaient les péniches et les bateaux. On invente les gares donc qui deviennent de nouvelles entrées des villes. Et au début, ces gares qui s'implantent en périphérie des tissus urbains constitués existants s'implantent de manière très classique. On crée des avenues, elles sont des points de visée. Tout le monde connaît la gare de l'Est, l'axe du boulevard de Sébastopol. Tout le monde sait que la gare du Nord n'a pas 100 grandes avenues parce que Hittorf était un peu en froid avec Haussmann. Mais bon, voilà, le principe reste quand même celui de ces grandes avenues. Là, vous avez des images d'Avignon avec, sur l'image du haut, les différents tracés qui ont été imaginés par Talbot, enfin toute la compagnie du PLM quand il s'agissait de créer cette ligne et cette gare. Et puis finalement, en bas, ce qui a été choisi, retenu, et en même temps, comment Viollet-le-Duc a transformé les remparts, comment a été percée cette avenue dans le tissu médiéval. Voilà, on vient s'implanter d'une manière qui continue cette organisation de la ville avec la gare qui est un monument, du latin moneo, je montre, dans un axe, voilà, qui s'implante dans la ville. Mais le chemin de fer, c'est aussi un système industriel. Et en même temps qu'il irrigue le territoire, il s'implante sur des vastes lieux, de vastes emprises au voisinage des villes, des gares, des dépôts, des ateliers, des postes d'aiguillage, des rotondes, des machines à laver, des châteaux d'eau, des bâtiments de service, tout ça vient se poser dans une logique industrielle sur des très grandes emprises. Et en même temps que le train développe la relation de ville à ville, avec ces changements très forts dans les usages, mais en même temps dans la perception de l'espace du territoire, le train se met à servir aussi à des relations plus proches entre une ville-centre et des centres périphériques, qu'on va bientôt appeler des villes de banlieue, soit des villes existantes, soit des développements nouveaux. On pense dans la région parisienne à des lieux comme le Vésinet, qui sont des lieux qui se développent parce que aussi il y a le chemin de fer qui vient desservir et qui met en relation avec Paris. Voilà, il y a cette idée que l'agglomération prend une existence à partir de cette mobilité mécanisée qui est le train. Donc, irrigué par ce sang nouveau, le tissu urbain croît de manière exponentielle, très forte, au XIXe et au XXe siècle, comme jamais précédemment dans l'histoire, sous l'effet, donc, bien sûr, du chemin de fer, mais bientôt de toutes ces mobilités mécanisées de la ville, les tramways qui viennent juste après, on a encore le cheval et le tramway, puis la voiture qui se généralise dans les années 30, l'ascenseur, qu'il ne faut pas oublier comme transport mécanisé qui fait la ville, c'est quand même le transport mécanisé le plus utilisé à travers le monde. Mais le paradoxe, c'est que cette croissance urbaine va bientôt englober le fer dans une figure qui est assez extraordinaire, moi qui me fait toujours penser, vous savez, à ces clous qu'on plante dans un arbre jeune et que l'arbre vient finalement englober, ou de ces sertissages là, qui retiennent le tuteur et puis qui, 20 ans après, quand on retrouve l'arbre, est pris dans cet arbre qui a grossi. Voilà. Donc c'est un peu ça qui se passe. La ville croît comme elle peut autour, avec souvent des ruptures. Nombreuses sont les villes où on sent qu'il y a un tissu constitué jusqu'au fer, et puis au-delà du fer, il y a autre chose. J'ai longtemps habité Lyon, où les Lyonnais, ce qui se passait au sud de Perrache, ils appelaient ça l'infâme magma d'au-delà des voûtes. Voilà, maintenant c'est devenu Lyon Confluence, c'est beaucoup plus chic, et c'est beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus habitable. Mais il y a toujours cette idée, voilà, que ce qui est au-delà du fer, c'est autre chose. Et pourtant, c'est cette croissance urbaine très forte de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et le chemin de fer, donc cet outil industriel ferroviaire, contribue à créer un de ces paradoxes de la ville contemporaine, comme les autres infrastructures de transport, dont la vocation est de relier les hommes et les hommes, de relier les hommes et les biens, parce que pourquoi on fait des villes si ce n'est pour être ensemble et créer ensemble des richesses matérielles, culturelles, spirituelles, c'est ça la ville. Et paradoxalement, ce qui est censé faciliter cette liaison au sein d'une agglomération entre les êtres, crée des coupures, crée cette ville en pièces que l'on connaît, cette ville archipel. C'est la ville des réseaux qui avait été préfigurée, comme toujours, par les artistes avant les ingénieurs, qui avaient imaginé ce que serait la ville.
Et ils avaient raison, c'est effectivement ce qu'elle est devenue. Que ce soit en France ou à travers le monde. Alors, ce qu'on sait, c'est que cette vision des prospectivistes de tout poil, elle était renforcée par les théories qui émergent dans les années 30 et 40. On connaît la charte d'Athènes, on connaît toutes ces théories, de Descartes à Le Corbusier. Je dis de Descartes parce que je pense que c'est à la base un mal bien français quand même, qui est que Descartes nous a appris, notre grand-père Descartes, que voilà, pour aborder un problème complexe, on le découpait en problèmes simples et qu'on résolvait chaque problème simple. Et ce faisant, eh bien, et quand on fait pareil pour la ville, eh bien, on découpe la ville. Et c'est ce qui s'est passé. On découpe la ville en la séparant en fonctions, ce qu'on a appelé le zoning, avec des zones dédiées. On découpe la ville en réseaux, avec un espace dédié à chaque forme de mobilité, où finalement, on accepte qu'on vive entre parenthèses, c'est-à-dire il y a des activités nobles qui se passent dans des espaces dédiés, et puis il y a des entre-deux qu'on cherche à faire le plus court possible, avec des moyens toujours le plus rapides possible, parce que de toute façon, on sait qu'il faut vivre en apnée pendant ces quelques périodes et aller respirer dans les lieux où l'on peut travailler, habiter, se cultiver. Et donc cette parcelle unique, c'est extraordinaire d'y penser, le ferroviaire, c'est une parcelle unique à travers le territoire, reliée de bout en bout, participe à cette ville du zoning, à cette ville hachée par les réseaux. Ce qui se passe aussi, c'est que, plus encore que d'autres réseaux, cette emprise de la gare et du quartier de la gare, et du ferroviaire et de l'industriel lié au fer au cœur des villes, ségrègue, découpe, parce qu'il repousse. C'est en train de changer, mais pensez à ce que la notion de quartier de gare signifiait il y a 20 ans. J'ai travaillé aussi dans ce domaine il y a 20 ans, quand on allait voir un maire, il partait en fuyant quand on lui parlait de ce qu'on allait faire sur sa gare ou son quartier de gare. Bon, la quartier de gare, c'est quelque chose dont la société s'était détournée, parce qu'elle s'était détournée du train, tout simplement. Le train, qui était moins souple que la voiture, moins rapide que l'avion, était un objet du passé, un objet has-been, et le train délaissé avait entraîné dans sa chute la gare, oubliée, et le quartier de gare abandonné à lui-même, aux bars louches, aux hôtels de passe, aux entrepôts de contrebande, aux romans noirs, bon, tout ce qu'on connaît autour des quartiers de gare. Si bien qu'on arrivait à des choses parfois assez extraordinaires, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer ce qui s'est passé à Grenoble, où à un moment, la ville rate la gare. C'est assez extraordinaire. Vous avez en haut une image où on voit la gare s'implanter, comme dans beaucoup de villes en France. C'est encore l'époque où il y a les murailles qui vont tomber presque au même moment. On voit qu'une avenue sur l'image du bas se crée qui relie le centre-ville à la gare, qu'il y a même toute une composition qui se met en place autour de la gare. Et merci beaucoup. Grâce à la souris. Voilà, donc la gare est là, le centre-ville est là, ces murailles, et l'Isère coule ici. Et donc, la ville se développe, le tissu urbain passe au-delà en laissant une poche industrielle qui sont les voies, la rotonde, tout cet extraordinaire patrimoine industriel, l'avenue principale donc, qui relie le centre-ville, puis une sorte de composition en étoile, néoclassique, néo-baroque, avec la gare. Et qu'est-ce qui se passe en 68 ? Au cœur des 30 Glorieuses, on refait la gare pour les Jeux Olympiques, et voilà, on crée ce bâtiment qui n'est plus du tout dans aucun des axes. La ville rate la gare. C'est assez extraordinaire. On a fait une composition. La gare n'est plus rien, c'est quelque chose, un objet complètement fonctionnaliste. Voilà l'ancienne gare, voilà la nouvelle, on la connaît. Bon, voilà, une grande boîte où on échange entre le train et les transports de la ville, mais on n'est plus du tout dans l'idée que la gare a ce rôle central. Elle passe aux oubliettes. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80 ? C'est le tournant du TGV qui redonne des lettres de noblesse au train. La société française réinvente le train, redécouvre le train. Le train dans son côté à la fois puissant et familier, qui renoue avec la grande tradition de cette technique mise au service des usages quotidiens et que les gens adoptent, que se réapproprient très fortement. Et de même que la chute du train
au cours du XXe siècle, avait entraîné avec elle la chute de la gare, eh ben, on va voir réapparaître la gare. C'est alors un projet, excusez de parler d'un projet sur lequel nous avons travaillé, mais je pense qu'il est assez illustratif de ce tournant de la fin des années 80, du début des années 90. Tout le monde a en tête cette gare Montparnasse, la gare martyre de Paris, qui est, dans les années 60, dans l'indifférence la plus totale. On a repoussé les voies de 500 mètres, ce qui crée d'ailleurs tous les problèmes qu'on connaît quand il faut rejoindre le métro depuis le train aujourd'hui. Le métro qui est encore en haut de la rue de Rennes, on fait 500 mètres sous la terre. On a créé cette tour, on a créé ces immeubles de bureaux, et on vient prendre le train entre un magasin de chaussettes qui était au milieu, là, et un immeuble de bureaux qui est au-dessus. C'est la gare telle qu'elle est devenue, ce lieu impersonnel, non identitaire, avec une pure visée fonctionnaliste. On passe là rapidement pour aller prendre le train. Quand on a fait la Porte Océane, avec Jean-Marie, il y a maintenant une vingtaine, 25 ans, le but était très modeste. Il disait quoi? Il disait simplement, le train est revenu dans la société, la gare a de nouveau droit de cité. C'est de nouveau un espace public qui compte. Et on avait conscience, quand on faisait ça d'ailleurs, qu'on renouait avec l'histoire et qu'on refaisait les dernières gares du XIXe siècle. Mais en même temps, on faisait la première gare du XXIe siècle, en disant, certes, la gare doit réexister, mais tout a changé dans la ville. Les mobilités ont changé, les usages ont changé, la ville a changé. Et cette gare dans laquelle on arrivait à pied ou à cheval, la gare Montparnasse de la première, on y arrive maintenant, pour les 2 tiers des gens, par en dessous, par des métros, et le tiers restant, une bonne moitié en voiture, par d'autres trous, d'autres souterrains. On y arrive en bus, on y arrive en taxi, on y arrive par toutes les mobilités de la ville, qui fait que cette notion de frontalité, certes, est importante pour réexister, mais qu'il faut aussi réinventer un espace pour le piéton autour de ces mobilités. Et c'est tout ce travail sur cet espace en profondeur, cet espace piranésien, ces 3 dimensions, ces visions en profondeur, cette lumière, cette intelligibilité des lieux qui va guider notre action, et aussi, on va le voir, un travail sur le patrimoine et qui avait les capacités d'évoluer. Et aujourd'hui, avec la gare, c'est le quartier de gare aussi qui revient sur le devant de la scène. Et ça, c'est très nouveau. C'est la fin des années 90, le début des années 2000. Il a fallu 10 ans pour que, redécouvrant le train, la société française redécouvre la gare. Il a fallu 10 ou 20 ans de plus pour que, redécouvrant la gare, elle redécouvre le quartier de la gare. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, aujourd'hui, il n'y ait pas un élu, un gouvernement à travers le monde, là on est en Chine, là on est à Marseille, qui ne place pas la gare et le quartier de gare comme un élément clé, central, de sa stratégie de développement urbain, sa stratégie de développement économique, sa stratégie de développement social. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette réconciliation entre le train et la ville, bien sûr, est porteuse, mais aussi le renouveau des transports urbains. On sait qu'il y a 30 ans, il n'y avait plus que, je crois, un tramway en France. Il y en a maintenant dans 40 villes en France. Et toutes les mobilités, il y a une explosion, là, au tournant du siècle, des formes de mobilité dans la ville. Pas simplement, d'ailleurs, de nouveaux modes de transport, mais des nouveaux modes d'accessibilité au transport, qui changent complètement le paradigme de la mobilité. Mais là, l'exposition que vous verrez dans quelques jours en parlera très bien. À savoir que, de plus en plus, les gens considèrent que vivre en mouvement, c'est vivre aujourd'hui dans la ville. Et que cette distinction héritée du XXe siècle, où je fais quelque chose et je ne bouge pas, où je bouge et je ne fais rien, n'existe plus. Et aujourd'hui, je bouge dans la ville et je continue à vivre, ce qui d'ailleurs correspond à une évolution des modes de vie où se mêlent de plus en plus les activités. Dans la même journée, dans la même minute, regardez comment vivent les jeunes, qui sont quand même une bonne préfiguration de la société de demain, avec les 3 ou 4 portables qu'ils ont sur eux, leur connexion permanente à leur réseau amical, professionnel ou lycéen ou collégien ou étudiant, le réseau de l'information, le réseau de la culture, vivent en parallèle plusieurs vies. Et les jeunes professionnels aussi, ils sont chez eux, il n'y a qu'à voir comment vivent les gens dans la Silicon Valley, là, qui est aussi une bonne manière de préfigurer l'avenir. Le lieu de travail est aussi un lieu de vie, le lieu de vie est aussi un lieu de travail, voilà. Et donc cette manière de vivre en mouvement et dans la multi-activité permanente
se doit de transformer les lieux de la mobilité, qui ne peuvent plus être simplement des lieux où on est transporté d'un lieu à l'autre, mais des lieux où on continue à vivre en mouvement. Et c'est ça qui doit structurer le travail sur les gares et la transformation de ce patrimoine apporté par l'histoire, les 150 ans d'histoire des gares. Autre élément déterminant dans la transformation des quartiers de gare, c'est, pour faire court, toute la pensée autour du durable. L'idée que la ville durable, c'est aussi la ville de la mixité et de la densité autour des lieux du transport, autour des lieux de l'échange entre les transports. Tout simplement parce que la recherche de densité, de mixité autour des gares et lieux d'échange conduit à faciliter la mise en relation des gens en minimisant leur transport et en favorisant l'usage des transports collectifs. Et donc, ce lieu, ce foncier industriel légué par l'histoire du fer autour des gares devient un lieu de convoitise, devient un lieu sur lequel va pouvoir se régénérer la ville. Il y a comme un retournement complet de l'image et de la perception de ce que peut être ce quartier de gare, qui peut redevenir une polarité urbaine, qui peut devenir un des lieux qui va être un des lieux de haute pression de la ville. Et du coup, on revisite beaucoup aujourd'hui ce patrimoine industriel ferroviaire au cœur des villes. On le revisite de deux manières. D'une part, il y a les gares elles-mêmes qui sont quand même la masterpiece de ces patrimoines. Et puis, il y a ces quartiers qui recoudent le tissu urbain autour des mobilités de la ville contemporaine. Et ce que je voudrais maintenant, c'est illustrer mon propos sur quelques lieux, quelques sites, pour montrer comment, dans un premier temps, ces gares, ce patrimoine bâti, dévolu au départ à cette manière dont on passait du pied ou du cheval au train, et maintenant comment dévolu à ce passage entre toutes les mobilités de la ville, a pu se faire au cœur d'un patrimoine très bien conçu pour aborder sa transformation. Je parlerai de la gare du Nord tout à l'heure, qui a été conçue en gros pour 3 millions de voyageurs par an par Itorf, qui aujourd'hui voit passer 100 millions, et ça marche très bien. Et donc ces lieux se transforment. Deuxième partie de mon exposé, ce sera sur des quartiers, voir comment ce patrimoine foncier, plus ou moins bâti, souvent bâti pas de très bonne qualité, peut se transformer par sa simple localisation et la manière dont il peut recoudre ce qu'il avait au contraire participé à découdre et à fragmenter. Alors à Marseille, comme vous le savez, la gare, elle est au dernier point possible avant la grande descente vers la mer. La voie arrive donc à l'horizontale sur un promontoire. C'est un lieu d'ailleurs extraordinaire, d'où on sort de la gare, on découvre la mer et la bonne mer en même temps. Donc un lieu qui a été construit à la toute fin dans les années 90, 1890, par Bouvard, en même temps qui a donné lieu à une composition urbaine très belle. On connaît tous cet escalier qui est dans l'axe du boulevard d'Athènes, qui célèbre par ses sculptures les colonies, tous ces lieux qui étaient visités par les bateaux qui partaient du port de Marseille. Une composition assez classique de gare tête de ligne. Une composition d'ailleurs qui a quelque chose de remarquable qu'on oublie parfois, c'est que vous savez que donc, cette gare arrive sur un promontoire, mais sur la droite de l'image ici, il y a une terrasse qui domine tout Marseille, qui est extraordinaire. De l'autre côté, au contraire, on est plus coincé. Il y avait un cimetière à l'époque, le terrain remonte. Et vous savez que les trains qui ont été inventés par des Anglais roulent à gauche. Et donc normalement, les départs sont à gauche. Quand vous êtes sur la tour Montparnasse, la rue du départ est à gauche, la rue de l'arrivée est à droite, voilà, parce que les départs sont à gauche, les trains arrivent à droite. Et à Marseille, les Marseillais qui avaient cette grande sensibilité à la ville, au paysage, au temps qu'il fait, avaient décidé qu'on partirait à droite, parce qu'à droite, on pouvait aller dehors, et il y avait ce lieu de ces grandes terrasses où on pouvait attendre avant de partir. Et donc il y avait un croisement un peu plus loin,
pour que les trains puissent se croiser au service finalement de la qualité de l'attente des gens dans la ville. Voilà, ça c'est quelque chose de merveilleux à Marseille. Alors ça s'est un peu perdu après quand le ferroviaire s'est développé et que les contraintes d'exploitation sont devenues plus fortes. Et donc cette gare, comme beaucoup de ces patrimoines bâtis ferroviaires, elle a subi de nombreux outrages au XXe siècle, avec, comme vous le voyez là, cet auvent qui venait là couper sa façade pour accueillir les taxis, avec cette terrasse bâtie de manière peu harmonieuse jusqu'à la place des Marseillaises, en dessous, quelques 12 mètres en dessous, avec ce bâtiment de la fin des années 80, que les Marseillais appellent élégamment la pile d'assiettes, voilà, et qui venait prendre position sur les gares, aux heures les plus noires des gares. Dans nos interventions sur les gares, on détruit beaucoup de choses des années 80, qui sont les années les plus sombres, à tous les sens du terme, puisqu'on mettait aussi dans l'obscurité les trains qui sont en dessous. Et donc, on avait hérité de ce lieu, avec ce patrimoine transformé, pourtant avec des très beaux joyaux, cette grande halle, cette façade frontale face au paysage, et puis donc ces ajouts, et puis cette intermodalité qui vient du fait que le cours du XXe siècle, la gare, le lieu de la mobilité, c'est tout ça, c'est tous ces réseaux qui sont progressivement venus, qui ont irrigué la gare, qui ont été branchés par des plombiers de génie, par des tuyaux sur la gare, en oubliant tout simplement de recomposer l'espace du piéton qui passe d'un transport à l'autre ou qui passe de la ville au train. Et donc ce lieu dysfonctionnait dans tous les sens, avec notamment cette gare routière déportée de l'autre côté de la rue Nédélec, là, qui manque de se faire écraser quand on va rejoindre son bus sur un lieu complètement en dévers. Et donc il a été décidé de reprendre complètement ce patrimoine, d'ailleurs dans une méthode extrêmement intéressante, très participative, puisque était maître d'ouvrage de l'opération, non seulement la SNCF, RFF, mais la ville de Marseille, l'agglomération, le département, le conseil régional, et même l'État qui a subventionné, et même des fonds européens. Tous ces gens-là ayant leur mot à dire, parce que finalement la gare est au croisement de toutes ces logiques, la logique du transport, la logique urbaine, la logique de l'aménagement du territoire, et la logique de tous les transports. Et ce qui a été décidé, après un processus très itératif de projet, c'est de créer cette grande aile, qui est un projet urbain, en même temps qu'un projet de bâtiment et qu'un projet de transformation du patrimoine. Un projet urbain, puisqu'on est allé jusqu'à couper cette rue des Délèques qui passait, revoir la circulation avec la ville de Marseille. On a démoli un îlot, reconstruit un autre, et c'est donc toute la structuration d'un quartier qui se met en place autour de cette fonction qui est de faire en sorte que le piéton, l'homme piéton dans la ville, passe d'un mode de transport à l'autre. Mais qu'en même temps, ce lieu devienne une nouvelle polarité urbaine, un nouveau lieu de service dans la ville, un nouveau haut lieu de la vie quotidienne marseillaise. Vous avez les images avant-après, où on distingue sur l'image de gauche le plan où on a enlevé la toiture, et donc on sent bien quand même la volumétrie ici de cette grande halle, de ce bâtiment sur la terrasse qui donnait donc face à la vue, et du grand bâtiment frontal, dans lequel, avec les ajouts successifs de l'histoire, on ne passait plus que par un petit trou de souris pour ressortir vers la ville, et puis ce qui est devenu le bâtiment avec cette extension, cette grande aile qui prolonge donc le bâtiment existant, et qui permet de créer un espace simple, un espace de lisibilité, un espace de retrouvailles, un espace de rencontre, de séparation aussi, un espace au cœur de la ville. Donc une remise en valeur de ce magnifique bâtiment, de ses modes d'accès avec l'escalier d'Athènes, et on le voit sur la partie gauche, à la fois un dégagement de ces ajouts de terrasses avec un travail sur des terrasses successives beaucoup plus progressif vers la place des Marseillaises, et c'est elle que l'on commence à apercevoir sur l'image, là, sur la gauche de l'image, au fond, qui est une aile nouvelle, mais qui reprend dans son écriture des éléments clés de la musique, du bâtiment qui était déjà en place, de ses rythmes, de ses matières, de son épanelage. Vous voyez que
On reprend ce rythme donné par les pavillons latéraux et le corps du bâtiment central, le sous-rythme donné par les percements et les pilastres. On reprend les matières données par l'histoire de cette pierre dure qui forme le socle, de cette pierre tendre qui forme l'élévation de la façade. Et on crée, dans le prolongement de cette grande halle qui reçoit les voyageurs au cœur de la ville de Marseille, de ce grand espace public couvert, on crée cette aile nouvelle qui devient une grande galerie où, bien sûr, on a accès à tous les transports de la ville, mais en même temps, on trouve du service et en même temps, c'est ce que nous disent les Marseillais aujourd'hui, on y vient parce que simplement on est à Marseille et qu'on aime bien vivre dehors et aller rencontrer les gens dans des hauts lieux publics de la ville. Et donc, on crée un espace d'un nouveau type qui est dans le prolongement de la vocation initiale de cette gare, il y a un siècle et demi maintenant, mais qui l'adapte aux nouveaux modes de vie, aux nouveaux usages, bien que ces usages s'ancrent dans la grande culture marseillaise de la vie dans les espaces publics et de la vie en dehors. Et en même temps, c'est un projet urbain, non seulement parce qu'il restructure un vaste territoire autour du cœur des échanges, mais parce qu'il devient, en s'inscrivant dans cette grande opération d'Euroméditerranée, de restructuration, de transformation urbaine, depuis la gare jusqu'au port, autre patrimoine industriel, parce que ce faisant, on crée un lieu qui, comme je disais tout à l'heure, au lieu de repousser chacun des quartiers à sa propre vie et de fragmenter la ville, devient un lieu de convergence. Et Dieu sait qu'à Marseille, on est à la gare, à la rotule entre des quartiers extrêmement différents. Si vous connaissez un peu Marseille, vous avez ici le quartier de l'Université, ici le quartier de la Porte d'Aix, avec beaucoup de tertiaires, d'administration, ici le quartier du boulevard Voltaire, boulevard d'Athènes, avec du logement, ici un quartier plus industriel, et puis la fameuse Belle de Mai ici, autre patrimoine industriel de grande qualité, transformé progressivement par des artistes, des start-up, qui créent là aussi un lieu nouveau, dans un lieu d'autrefois, pour des usages complètement contemporains de la ville. Et la gare de Marseille se trouve au cœur de ce dispositif, et nombreux sont les Marseillais qui nous disent aujourd'hui que cette gare joue ce rôle de croisement, de polarité urbaine, de lieu de rencontre pour le plaisir ou pour le business ou pour d'autres raisons au cœur de la ville. Revenons à Paris, pour voir comment, là aussi, un immense patrimoine industriel au cœur de la ville, les presque 20 hectares là, que font cette gare au cœur de la ville, ont pu se transformer avec cette vision, cette conception visionnaire des Rothschild et de Hittorf en 1867, qui crée cette gare du Nord, comme je disais tout à l'heure, avec une petite avenue devant, et qui saura, un siècle plus tard, complètement s'adapter à ces nouveaux usages. Les nouveaux usages, c'est, tournant des années 94-95, les nouveaux TGV qui vont irriguer le nord de l'Europe, avec donc la création de cette grande passerelle au premier étage. On crée un premier étage, on démultiplie l'espace public au cœur de cette gare, on réinvestit des espaces historiques pour créer des salons qui conduisent d'embarquement pour l'Eurostar, et puis on repense complètement le lieu d'échange de l'essentiel du trafic voyageur de cette gare, qui est toute la partie qui est à l'est de la gare, qui est une partie où 500 000 personnes passent chaque jour entre le train, le métro, le tramway, le RER, pas le tramway, il n'y en a pas à cet endroit-là, le bus, le RER, les taxis, les voitures, ou bien qui partent à pied dans le quartier. On est dans un lieu qui avait une très jolie écriture dès l'origine. Ce sont les halles dessinées par Hittorf qui accueillaient le trafic marchandises et les bagages à l'époque. Et puis là aussi, les années 80 sont passées par là, dramatiques, avec la création du RER en dessous, et au-dessus, ce parking silo, sous lequel il fallait se glisser pour, quand on était voyageur, dans ces éclairages blafards que l'on connaissait, qui était devenu d'ailleurs un haut lieu de la criminalité parisienne. On avait beaucoup parlé avec le commissariat de police qui était à côté, et d'ailleurs aussi avec l'hôpital Fernand Vidal, qui avait un service spécialisé dans les urgences psychiatriques de la gare du Nord à l'époque.
voilà, qui montrait comment on avait pu arriver à créer ces non-lieux au cœur d'un patrimoine fabuleux, mais que son adaptation à la mobilité contemporaine s'était fait complètement dans le désordre. Et donc le parti que nous avons pris, c'est d'enlever ce parking, de le remettre en souterrain à l'autre bout de la gare, de redégager la petite halle de l'ouest, celle de gauche sur l'image, qui était restée quand même pour un petit bout, et puis de créer sa jumelle, en souvenir de celle qui avait précédé, et de venir ainsi couvrir, abriter les échanges de la vie quotidienne, mais dans un lieu complètement repensé, autour de la lumière, autour de la relation à la ville, de la relation visuelle à la ville. Je passe du bus au métro, j'ai quelques secondes où je sais où je suis dans Paris, je vois ce tissu parisien devant moi avant de continuer mon chemin. Et aussi ce lieu qui va chercher les gens là où ils sont, y compris dans les étages souterrains, en créant ce grand atrium qui amène aussi la lumière naturelle jusque dans les profondeurs et qui donc poursuit en fait l'écriture de ce patrimoine extraordinaire de la gare du Nord dans un espace complètement adapté aux usages contemporains. Mais le continue, là aussi, en reprenant sa musique, en reprenant ses rythmes, en reprenant ses matières, en travaillant sur la lumière extraordinaire dans cette halle de Hittorf, et en l'amenant jusque, une fois de plus, ces espaces où là aussi, quelques secondes par jour, les gens peuvent passer d'un transport souterrain à l'autre. Je me souviendrai toujours de cet merveilleux moment quand on a inauguré ces espaces dans les années 2000, où une dame s'accroche à mon bras et me dit « Mais comment vous avez fait pour... » Elle était là, juste en bas, là. « Comment vous avez fait pour remonter le métro ?» Et on lui dit « Non, on n'a pas remonté le métro, on a juste fait descendre la lumière 10 mètres de plus. » Et voilà, le soleil qui a fait quelques millions de kilomètres, il accepte de faire 10 mètres de plus, et il vient transformer la perception qu'on a de ces lieux. C'est la lumière naturelle qui est essentielle dans ces lieux d'échange, parce que dans ces lieux très artificiels, où on est toujours un peu stressé, c'est ce qui donne la référence à la nature, au temps qu'il fait, au temps qui passe, aux saisons, au jour, à la nuit, etc. Et aussi, c'est un lieu de lisibilité, puisqu'on comprend qu'un peu plus loin, il y a cette gare où le week-end prochain, ou les prochaines vacances, je vais pouvoir prendre le départ. Mais aussi, je comprends comment passent tous ces gens autour de moi, et je jouis de la foule. Être dans la foule qui peut être oppressant, qui peut être une expérience extrêmement pénible de la ville, peut au contraire redevenir une expérience de qualité qui fonde en fait ce que c'est que le vécu urbain, le vécu avec les autres, le vécu dans une certaine promiscuité qui peut redevenir positif. Mais cette gare qui s'étend, c'est aussi des espaces souterrains avec la création d'Éole, où là aussi nous pensons qu'il est pertinent et possible de prolonger la vie de ce patrimoine, de prolonger cette écriture, de travailler sur ces structures qui, au lieu d'être aériennes, sont souterraines et cette fois-ci soutiennent la ville, de faire rentrer la lumière naturelle au fond d'une cour haussmannienne, c'est possible, et de l'amener dans les profondeurs, de donner cette lisibilité, cette intelligibilité de la ville, ces clés de la ville à l'utilisateur, à l'usager, au citadin, au citoyen, quand il passe d'un transport à l'autre. Ici, vous rentrez dans cette gare et dès que vous êtes dans le hall, vous comprenez comment vous allez jusqu'au quai en suivant un certain nombre d'escaliers, d'escalators ou d'ascenseurs selon les cas. La gare de l'Est est un autre très bel exemple de cette transformation et cette création progressive d'un patrimoine extraordinaire au centre de Paris. Comme vous le savez, c'est une gare qui a déjà deux grandes époques dans son histoire, puisque on doit à Duquesnay le premier hall, celui de 1850, ce très joli hall avec sa charpente de métal, de bois et de verre. On doit à Jules Bernot, 80 ans plus tard, l'autre hall avec sa voûte en béton, qui reprend exactement la même volumétrie. Il y a un qui est dans l'axe du boulevard de Sébastopol, qui est le premier, et puis l'autre qui s'est créé en dédoublant, en triplant même la largeur de cette gare 80 ans plus tard. C'est un très bel exemple de la manière dont un patrimoine est vivant et poursuit sa croissance dans le respect et la logique de sa conception initiale. Et c'est bien ça qu'on a voulu faire il y a quelques années en
réinvestissant le corps central entre ces deux halls qui étaient déjà dévolus au public, ce corps central qui lui était devenu un délaissé, qui avait servi au bagage, comme vous le voyez ici, mais qui était devenu un lieu inutilisé et qui était au contraire une sorte de cité interdite au milieu de la ville où on passait tout autour sans pouvoir y accéder et qui créait cette impression de ne jamais comprendre où on était dans la gare de l'Est. Et donc on l'a réinvesti pour créer au cœur de la gare de l'Est ce lieu de rencontre, de croisement, d'échange avec tous les autres modes de transport, et notamment le métro, pour le rendre beaucoup plus lisible, pour rendre son accessibilité beaucoup plus lisible. Et donc ce lieu qui est au croisement déjà des deux axes de la gare devient en croisement d'un troisième axe, qui est la troisième dimension, cette dimension en profondeur, où on va chercher donc les transports souterrains de la ville qui irriguent aujourd'hui, pour l'essentiel, la gare. Et en même temps, on crée ces lieux de service tout autour, sous une voûte extraordinaire, là aussi des années 30, ces voûtes de pavés de verre qu'on retrouve dans quelques grandes gares comme Versailles-Chantier, qui sont des très beaux exemples de cette utilisation des coques minces en béton et de ces percements par des pavés de verre. Devant, il y avait cette galerie, avant d'accéder donc dans ces grandes halles couvertes de la voûte en pavés de verre, qui peut aussi être réutilisé, s'avérer un espace de très très grande qualité pour déambuler, pour se poser, aller chercher les services dont on a besoin quand on passe dans une gare. Vous avez cité Saint-Lazare tout à l'heure, et je ne résiste pas à la tentation de montrer quelques images de la manière dont cette gare aussi est un patrimoine extrêmement vivant, et on ne peut moins figer. La gare telle qu'on la connaît aujourd'hui, celle de Juste-Liche, qui en 1995 a recréé cette grande façade qui unifie l'ensemble du bâtiment, et en 1998, si je ne m'abuse, a créé l'hôtel qui est en face, l'hôtel Terminus, à la demande de la compagnie. Cette gare a une histoire extraordinaire. Elle a commencé par quelques petites halles qui ont grandi progressivement. Elle s'est complétée par ce qu'on a appelé la galerie de Versailles, ce grand bâtiment de 200 mètres de long qu'on doit à Armand dans les années 1840, avec un escalier qui était conçu comme provisoire, un grand escalier en bois qui donnait sur la cour de Rome, à cette époque où on allait encore en calèche, à cheval ou à pied à la gare. On descend ici la rue de Rome et on aperçoit au bout l'extrémité donc de cette galerie de Versailles. L'intérieur de cette galerie de Versailles, qui à l'époque donnait sur l'extérieur, donc directement, là où aujourd'hui on a ces fameux verpins dont on a parlé, mais qui s'appuient aujourd'hui sur un immeuble de bureau finalement, donnait directement sur l'extérieur. Et puis donc ce travail de Juste-Liche, à qui on doit aussi le très joli petit pavillon de la gare de Javel, et puis le malheureusement démonté pavillon de la gare des Invalides. Donc ce Juste-Liche qui unifie l'ensemble en venant simplement poser ce bâti, cet immeuble essentiellement dévolu à des bureaux pour la compagnie de chemin de fer, contre ce hall. Ce hall qui, là aussi, qui va subir quelques outrages du temps, qui va mal vivre, qui va être occupé par différentes choses, qui fait que aussi il va être un peu en dehors de la ville de la gare, ce qui est assez paradoxal, puisque quand le métro arrive, le RER, donc en souterrain, on fait passer les gens par le niveau de la rue, et puis on les amène au niveau du quai transversal et des trains, mais finalement en évitant la salle des pas perdus. C'est assez extraordinaire. Et donc on a là un lieu fabuleux, immense, dans lequel il ne se passe rien, ou des gens perdus. La salle des pas perdus est devenue la salle des gens perdus. Et cette gare sur 3 niveaux, donc le niveau des transports souterrains, le niveau de la ville, avec les piétons, mais aussi les bus, les taxis, et puis le niveau des trains, est une gare dans laquelle on passe dans les coulisses, parfois à travers ce qu'on a appelé la galerie des marchands, où quelques boutiques s'étaient créées au niveau de la ville. Et donc là, le projet a consisté à, sans jeu de mots, à remettre la gare sur les rails de l'histoire et à s'inscrire dans la logique de cette salle des pas perdus qui se devait d'être le lieu des échanges, le lieu où la foule passe
entre un transport et l'autre, mais simplement, là aussi, lui donner la dimension contemporaine, lui donner la troisième dimension, acter le fait que la ville d'aujourd'hui est une ville où on monte et où on descend aussi souvent qu'on va à gauche et à droite, acter le fait que cette irrigation par les mobilités se fait à tous les niveaux, par les transports aériens, par les transports souterrains, aussi bien que par le réseau historique des rues sur le sol historique de la ville. Et donc on crée ce grand atrium au cœur de la salle des pas perdus qui unifie les trois espaces, qui s'appuie sur les bâtiments existants, le bâtiment initial d'Armand à droite sur l'image, le bâtiment de Lich sur la gauche, avec la façade d'Armand, la grande verrière au-dessus, et on vient se lever dans cette coque, creuser, reprendre en sous-œuvre, équiper, mettre en place tout un dispositif de passerelles, d'escaliers, d'escalators et de services tout autour qui permet aux 450 000 personnes qui passent là chaque jour de s'arrêter, de passer, de revenir et de faire de ce lieu à la fois un lieu bien sûr d'échange entre les modes de transport, mais en même temps un lieu de service. Et Dieu sait que c'est indispensable dans la vie quotidienne, quand on habite dans la lointaine banlieue, que tout est fermé quand on arrive, de trouver là ce qu'on peut avant de s'embarquer. Et en même temps, un lieu qui peut, à la manière des passages parisiens, à la manière de lieux bien connus dans le quartier autour, devenir un vrai centre urbain, un vrai espace public au service de toutes les fonctions urbaines qui l'entourent. Quelques mots sur la gare de Lyon, qui là aussi est un de ces patrimoines extraordinaires au cœur de Paris, qui, ce qu'on en voit aujourd'hui, bien que des parties de bâtiments soient plus anciennes, est essentiellement des années 1895-1900, dû à Toudoir, avec l'horloge, avec ce bâtiment qui entoure cette grande halle, et puis avec, du côté de la place Chalon, qui a été créée il y a maintenant quelques années, une quinzaine d'années, une halle des années 1927-28, qui est sur l'amorce d'un deuxième quai transversal. Vous savez que c'est très compliqué à la gare de Lyon parce qu'il y a deux quais transversaux, et qui est prolongé par une infrastructure qui a été faite dans les années 90 pour attendre de nouveaux quais qui sont venus depuis agrandir le dispositif et la capacité de la gare, avec devant une halle qui était restée vide. Et donc, on le voit mieux ici sur ce zoom. On voit ici donc les halles, le bâtiment 1900, un petit bâtiment de toute l'origine de la gare, 1850, qui se trouve ici, et puis cette halle de 1928, et ce grand espace libre. Et là, il y avait vraiment besoin de s'agrandir, et on voit ici donc l'intérieur, la manière dont là aussi les lieux avaient été un peu massacrés par des trémies très restreintes dans cette halle. Et donc le parti qui a été pris, c'est là aussi de venir prolonger cette vie permanente, incessante de la gare, en s'inscrivant dans ce système de halles, les grandes halles historiques, là, donc de 1900, les halles de 1927, et de venir rajouter deux halles, de se permettre de casser petit bâtiment qui était ici, et de mettre une halle à la place, de rajouter une autre grande halle qui va venir finir la gare sur la place de Chalon, qui d'une part va bien sûr donner des surfaces supplémentaires pour les voyageurs, pour leur attente, pour les services auxquels ils vont avoir accès, qui en même temps affiche la gare sur la place de Chalon, et qui en même temps permet de renouer les différents espaces de la gare qui, là aussi, par le temps, sont devenus très fragmentés et très illisibles pour l'utilisateur quotidien. On a ici la grande rampe qui a été créée pour relier ce nouveau plateau avec le passage qui est dessous, qui est au niveau des rues de part et d'autre, et ce jeu de halles qui vient compléter le dispositif historique dans une écriture contemporaine, mais complètement imprégnée de cette écriture historique des lieux, avec un jeu sur la structure, sur la lumière, qui vient compléter l'esprit et qui vient finir la gare sur la place. Je finirai sur cette gare parisienne pour les gares, parce qu'elle fait bien la transition entre ce qui se passe sur une gare et un quartier. Vous savez que la gare d'Austerlitz, non seulement est une des plus anciennes gares de Paris, mais est au cœur d'un quartier en pleine mutation,
aussi bien dans la proximité immédiate de la gare, avec ce site que nous a cédé l'histoire de manière peu glorieuse, une sorte de bidon-gare où se sont accumulées au cours du temps un certain nombre de fonctions dans un plus parfait désordre, et puis ce grand faisceau ferré qui part donc de la gare d'Austerlitz, qui va jusqu'au périphérique, qui va au-delà, et qui, jusqu'au périphérique et même au-delà, trouve des excroissances, des respirations dans lesquelles prennent place des ateliers, des machines, des rotondes, toutes sortes d'équipements qui font de ce foncier un lieu effectivement de prédilection pour imaginer la manière dont se ferait la ville. Et c'est ce qu'a donné naissance, il y a maintenant une quinzaine d'années, au projet Seine-Rive-Gauche, qui prend en partie pied sur la ville de Plain-Pied, au niveau de la Seine, et en partie sur une couverture partielle du réseau des voies ferrées. On voit ici donc l'amorce du quartier Seine-Rive-Gauche et la manière dont le faisceau ferré s'épanouit au droit de la gare. Alors cette gare, elle a donné lieu à un projet, il y a maintenant quelques années, sur lequel nous avons travaillé avec l'équipe de Jean Nouvel, où il s'agissait aussi d'une part, de restructurer ce lieu, comment réinvestir cette halle historique, ce lieu qui a des potentialités fabuleuses pour l'adapter à ces nouveaux échanges de la ville contemporaine, et en même temps comment réinvestir tout le sud de la gare pour y trouver de nouveaux développements, pour repenser un îlot parisien entre la gare et cette autre grande emprise qui est la Salpêtrière, cette magnifique façade de la Salpêtrière face au boulevard de l'Hôpital. Alors, il y avait d'abord cette halle au cœur du dispositif, une halle avec une potentialité magnifique, mais là aussi massacrée au cours du temps avec la création d'un parking silo. Le tout-voiture a là aussi fait des ravages. Le RER, dont on sait qu'il passe à travers la gare avec un dos d'âne qui passe par-dessus la Bièvre et qui du coup crée cette émergence du train au-dessus du niveau des voies. Et puis cet magnifique espace en profondeur qu'on perçoit de quelques endroits et qui peut être réinvesti. Donc c'est la base de ce projet, comment renouer finalement avec la qualité de cet espace en l'adaptant aux besoins d'aujourd'hui. Et en même temps, je le disais, c'est la création d'un îlot qui articule la grande esplanade de la Salpêtrière, dégagée d'un immeuble qui existe actuellement, qui mord en fait sur ce grand axe, ce grand alignement, et en même temps qui crée un vis-à-vis avec, sur le sud de la gare historique, cette espèce de cour en profondeur, au fond duquel on voit les trains, et qui donne accès, quand on vient du boulevard de l'Hôpital ou quand on vient du muséum, à l'ensemble du dispositif des transports. Donc on voit ici comment un îlot parisien se met en place dans le prolongement de l'immeuble Valubert qui est au fond, là, sur la Seine, comment passe à travers le métro aérien qui est une promenade extraordinaire parisienne, là, quand on émerge du boulevard de l'Hôpital, qu'on aperçoit ce dôme de la Salpêtrière et qu'on rentre ensuite dans la gare d'Austerlitz. Donc on ajoute une séquence ici, dans cet îlot en profondeur. Et comment, côté Seine, on retrouve une compréhension de ce lieu extraordinaire que devient la gare, qui est ce lieu d'articulation entre la ville historique et la ville nouvelle, ce lieu d'articulation entre le niveau historique et le niveau de la ville du quartier nouveau de Seine-Rive-Gauche, et comment ce lieu est en même temps un lieu où l'on découvre la mobilité urbaine dans toutes ses modalités, et notamment avec le train qu'on va aller prendre en passant sous cette marquise qui vient terminer cette dalle qui supporte les nouvelles constructions de Seine-Rive-Gauche. On voit ici donc comment se met en place un quartier où là c'est vraiment le foncier ferroviaire qui donne de nouvelles opportunités, de nouvelles centralités urbaines. Alors, cette question des quartiers qui se créent ou se recréent ou se complètent sur du foncier ferroviaire au cœur des villes
Je disais tout à l'heure que c'était une problématique émergente, que le développement durable avait beaucoup, étant passé par là, avait beaucoup conduit les élus, les urbanistes à repenser le rôle que pouvaient jouer ces lieux. C'est le cas à Nancy, où on a, au sud de la gare, la sud est sur la droite, hein, sur cette image, la gare, on la reconnaît, je pense, aisément à travers ce pavillon central, ces deux corps latéraux, ces pavillons d'extrémité, comme beaucoup de gares en France, les quais qui sont ici. Et ici, on a ce grand faisceau ferroviaire avec ce qui avait été, prenant la place d'ailleurs, comme dans beaucoup de villes en France, de ce qu'étaient les remparts et le glacis militaire au pied des remparts, le monde ferroviaire, avec là aussi des garages, des voies de stockage, des ateliers, etc., qui venaient se mettre tout contre la ville nouvelle de Charles III, la ville Renaissance, et dans une géométrie qui suivait celle des remparts, mais qui était en complète contradiction avec finalement la logique de la ville, qui est cette logique donc de cette grande grille de Charles III, dans laquelle finalement, pour une fois, même les interventions des années 70, avec le centre Saint-Sébastien, s'étaient moulées, comme l'avaient fait précédemment les grandes interventions du 19e, comme le parc de la Pépinière, qu'on ne voit pas là sur cette image, ou même auparavant le cours qui est ici. Et donc, un projet a été fait sur ces terrains dont le fondement est là aussi de renouer avec l'histoire en s'inscrivant dans cette logique de croissance de Nancy. Oui, là on voit cette fois-ci le parc de la Pépinière, qui est un parc 19e, qui vient entourer la ville médiévale. Vous savez qu'à Nancy, vous avez la ville médiévale, la ville Renaissance de Charles III. Ces magnifiques tracés urbains du 7e et du 18e, que sont la place de la Carrière et la place Stanislas, qui articulent en fait la ville Renaissance et la ville médiévale, et puis ces créations du 19e, dont le parc de la Pépinière, qui toutes prolongent l'esprit et la géométrie de cette ville Renaissance. Et comme je disais tout à l'heure, même les interventions de la fin du XXe siècle sont venues se mettre dans cette géométrie, et la proposition qui a été faite ici, c'est que le nouveau quartier prolonge ce dispositif. C'est plus qu'un hommage rendu à l'histoire, et c'est plus qu'un tracé géométrique. C'est une manière de vivre la ville qui fait que dans une même continuité de cheminement, continuité perceptive des espaces, on passe d'une époque à une autre, on est dans la même ville, quel que soit le moment où celle-ci a été construite et bâtie. Et donc ce grand espace devenu obsolète, délaissé de la ville, devient un quartier qui articule cette géométrie du fer et la grande maille de Charles III. Elle le fait à travers un dispositif de rues, de places, de franchissements, mais aussi un dispositif d'espaces plantés, de parcs, qui vient le long du fer prolonger un dispositif urbain très nancéen d'ailleurs, qui est ce qu'on appelle les quais à Nancy. Vous savez, quand on parle de quais à Nancy, c'est ni au bord de l'eau, ni un endroit où on prend le train, c'est ces voiries qui sont le long du ferroviaire, qui fait que, d'ailleurs, l'entrée dans la ville de Nancy est très particulière. Vous savez que beaucoup d'entrées de ville par le fer sont assez douloureuses. On voit des arrières. On a toujours l'impression qu'au lieu de voir une ville en façade, on voit une ville en coupe quand on arrive par le ferroviaire. Parce que la ville est venue finir comme elle pouvait sur ces réseaux ferroviaires, alors qu'elle finit toujours en beauté sur un alignement de voiries ou de rues. Voilà. Et donc, à Nancy, on a cette chance d'avoir des dispositifs de rue qui longent le voie ferrée, qui fait qu'on a des façades et qu'on rentre. L'entrée ferroviaire est très noble, avec en plus ces maisons Art Nouveau qui sont assez extraordinaires, qui ponctuent le cheminement. Et donc, on a créé ici un quai, mais un quai vert, un quai planté, qui va prolonger donc le dispositif et coudre la géométrie du fer et celle de la ville de Charles III prolongée. On voit ici donc ce dispositif sur quelques images, la mise en place des espaces publics. À plus petite échelle, il s'est passé un peu la même chose au Mans, où on a ici donc la gare historique, l'avenue qui a été créée au moment de la création de la gare. Le centre-ville est ici, la Sarthe est là.
les voies ferrées passent d'est en ouest. Et donc Rennes est à droite, Paris à gauche. Et on a ici un grand espace industriel créé autour du fer qui progressivement s'est transformé, plutôt pour le pire que pour le meilleur. Et la décision qui a été prise par la ville, avec donc cette gare historique au cœur, mais qui a été, hélas, quelque peu malmenée par l'histoire, là aussi. Et donc, la décision qui a été prise par la ville, c'est de créer un quartier, là aussi, dense, mixte, actif, autour de la gare, en deux temps, côté sud, dans les années 80, côté nord, dans les années 2000, en même temps qu'arrivaient de nouveaux modes de transport urbain avec le tramway qui passe ici, près de la gare. Et donc, la gare, ce patrimoine de gare s'est transformé, lui aussi. Et la décision qui a été prise, là, c'est de créer cette grande galerie des transports qui vient s'adosser au bâtiment historique, qui fait face à ce grand parvis retrouvé, au fond, donc, les immeubles nouveaux qui vont être construits, et qui articule, là aussi, l'ensemble des transports de la ville sur le parvis, le nouveau tramway, mais aussi l'activité voiture qui se glisse un rez-de-chaussée bas de la place et qui donne accès directement à la gare, les autocars, les autobus, les taxis, etc. Et donc on retrouve à la fois un réinvestissement de ces lieux, de ce bâtiment historique qui a certaines qualités, un bâtiment dû à Victor Lenoir, dont on a un peu oublié, que la postérité a un peu oublié, mais qui a certaines qualités. Et en même temps, on crée cette galerie, cet avant-corps de la gare qui vient unifier l'ensemble et mettre en communication donc tous ces transports de la vie contemporaine. Voilà, je passe rapidement. Autre exemple de ville qui retrouve une réflexion sur une centralité autour d'un lieu laissé par l'histoire du ferroviaire, c'est Montpellier, avec donc le chemin de fer qui passe là aussi au cœur de la ville d'aujourd'hui, en limite de la ville de l'époque où il est arrivé. Et ici, une grande... Donc la gare est ici, là aussi malmenée par l'histoire, avec une grande dalle qui a été créée au-dessus de la gare, qui plonge dans l'obscurité les quais, alors qu'il y avait un petit bâtiment néoclassique très élégant à côté, face à la ville historique. Et puis ces grands espaces où se sont développées les activités proprement industrielles, là aussi d'ateliers, de dépôts, etc. Et donc le projet a été confié à Chemetov de développer ce nouveau quartier en travaillant très spécifique donc les liens avec ce lieu de toutes les mobilités qu'est la gare. Et en même temps, nous avons travaillé à restructurer cette gare en s'appuyant sur les éléments les plus qualitatifs que nous avait laissé l'histoire, donc ce grand pavillon néoclassique face à la ville historique, et en reprenant possession de cette dalle, mais en la retravaillant complètement différemment, en créant des percements réguliers pour avoir de la lumière sur les quais, pour avoir une compréhension, une communication visuelle entre ce niveau de la dalle, où sont les services, où sont les accessibilités, et les quais qui sont en dessous. Donc on crée cette grande galerie, cette grande galerie urbaine qui en même temps va relier les quartiers aux deux extrémités, qui donne accès à tous les quais, à tous les services, et qui donne accès à la ville et à tous les transports de la ville tout autour. On voit ici se mettre en place donc cette galerie. Le quartier Saint-Roch est ici. Le bâtiment historique est de ce côté. On voit ici le plan, et on voit ici une image de synthèse très simpliste, hein, comme très maquette, où on voit ici donc le bâtiment néoclassique et cette grande galerie qui se met en place derrière et qui gomme cet effet de coupure créé par ce lieu de la gare et cette grande dalle qui avait été créée au-dessus. On voit ici les lieux tels qu'ils se présentent aujourd'hui, tels qu'ils se présenteront demain, avec cette grande galerie dans l'esprit aussi des passages montpelliérains. On aime s'abriter de la chaleur et du soleil. Alors,
il m'a semblé intéressant aussi de montrer l'exemple bordelais, qui est alors à très très grande échelle une réflexion sur la mutation d'un site ferroviaire très complexe. Donc vous connaissez, après le franchissement ici de la Garonne, l'extraordinaire gare de Bordeaux, avec sa halle de 300 mètres de long, la plus grande de France. Ce bâtiment gare-château, là, face à la ville historique. De l'autre côté, le quartier Belsier, beaucoup plus petite échelle, R+1, R+2, et puis au sud, ici, ce grand quartier industriel du fer, qui couvre une surface énorme, ce qui est maintenant au cœur de l'agglomération, et qui se prolonge par d'autres équipements industriels en lien avec la Garonne. Et donc là, c'est Reichen et Robert qui ont développé un projet pour Euratlantique, un projet donc qui s'inscrit dans la géométrie de ce site, qui prolonge en fait, en gardant quelques éléments patrimoniaux, le bâti et l'organisation spatiale de ce site, et vient créer là aussi, autour de ce lieu de tous les échanges de la ville, un espace, un quartier de mixité, de densité, avec toute la difficulté liée à la très petite échelle du quartier qui est ici, qui restera tel quel, qui a énormément de charme, mais qui va quand même permettre de retrouver donc une activité, une vraie centralité autour de cette gare. En même temps, c'est l'occasion de repenser l'accessibilité de cette gare qui aujourd'hui se fait très mal, se fait uniquement du côté centre-ville, avec des espaces très encombrés, où il y a à la fois le tramway, les bus, les voitures, et alors que l'essentiel des gens arrivent de l'agglomération, et donc non pas du centre-ville, et pourront demain arriver et trouver une accessibilité sur un autre espace qui est ici, laissé là aussi par l'histoire du chemin de fer, et sur lequel donc se développe un projet de nouvel accès pour essentiellement donc les gens qui arrivent d'assez loin de l'agglomération et qui voudront accéder à cette gare. Je finirai par l'exemple de Strasbourg, pour laisser un peu de temps pour qu'on puisse échanger, mais qui est aussi, alors là, à très très grande échelle, emblématique de ce qui se passe ou peut se passer sur ces patrimoines ferroviaires, puisque donc la ville, le centre-ville de Strasbourg est là. On a ici la gare, avec derrière ce qu'on appelle la gare basse à Strasbourg, qui est entre la gare et les remparts, qui est un grand site industriel, et on voit tout ce chevelu de sites industriels qui se prolonge le long de la voie vers Paris, là, qui est où il y a sur des kilomètres et des kilomètres des espaces plus ou moins utilisés aujourd'hui par le chemin de fer. Donc la gare, telle qu'elle était il y a encore quelques années, construite par les Allemands dans les années allemandes de Strasbourg, 1880, en même temps que le quartier, très bien dessiné d'ailleurs, les immeubles qui le jouxtent et puis les grandes avenues qui relient au centre-ville, ces deux halles, et puis ce qu'on appelle ici la gare basse et les remparts qui sont ici, le long duquel passe d'ailleurs le périphérique strasbourgeois, là, une voie rapide au pied des remparts. Alors cette gare, elle a aussi une histoire compliquée, elle a une histoire d'espace public qui au début était très planté, un espace très qualitatif de la ville de Strasbourg, la Hauptbahnhof là, de Strasbourg. Puis progressivement sont venus tous les transports du XXe siècle. On a vu les arbres disparaître les uns après les autres, pour finir par cette grande piétonisation. Il y a eu un moment très, très, très dramatique d'incompréhension de ce que devait être un espace piéton dans la ville, là aussi dans les années 70-80, où on a vu apparaître ces grandes piétonisations d'espace, qui fait qu'on avait des espaces énormes à traverser dans l'inconfort le plus total. Les transports étant enterrés, avec le tramway qui devient souterrain, qui est quasiment un métro à Strasbourg au droit de la gare, les parkings qui sont dessous, et les voitures et bus rejetés en périphérie, qui fait qu'on avait tous ces chemins à parcourir. Et donc là, le parti qui a été pris, c'est de restructurer en même temps la gare et la place qui est devant. La gare qui, là aussi, avait été très massacrée par des éléments ajouts qui avaient masqué la qualité des modélatures d'origine. Et donc ce projet a consisté à doubler la surface de la gare, là aussi par un avant-corps, en même temps que la place était complètement repensée
là aussi pour renouer avec l'histoire, dans l'esprit de cette place initiale, qui est un vrai lieu de vie, un lieu que l'on traverse quand on vient de la ville, où l'on s'arrête et on change de transport quand on vient des bus, des cars, des taxis, des voitures, etc., et qui devient aujourd'hui, j'allais dire quasiment une extension du hall. On voit un hall d'été, là il y a des lieux où on peut s'asseoir dans ce jardin, et l'été, dès les beaux jours, à Strasbourg, c'est agréable de venir sortir dehors et de se mettre sur cette place plutôt que d'attendre dans les espaces de la gare elle-même. Donc c'est cette grande bulle de verre qui vient enchasser, je veux dire, le bâtiment historique, et dont la première vocation est tout simplement de créer un espace couvert entre le train et le tramway qui est en dessous, alors que jusqu'à alors, il était nécessaire de sortir dehors et de re-rentrer dans un espace pour aller prendre le tramway qui était en dessous, ou sa voiture dans le parking. Donc on crée ce lien, et en même temps, on crée un espace supplémentaire, et en même temps, on étend l'espace public, qui est une modalité donc fermée, couvert, et une modalité ouvert juste devant. Voilà, c'est cette réalisation que je pense que vous connaissez, où la gare historique devient un élément intérieur, un élément de décor dans ce grand volume, et en même temps qu'elle est réinvestie, réhabilitée, où elle retrouve son lustre d'antan, aussi bien dans le grand hall que dans le salon de l'empereur qui nous avait été légué et qui peut retrouver des usages contemporains. Et en même temps, il y a cette gare basse, lieu de tous les possibles à Strasbourg, sur lequel la ville s'interroge beaucoup, puisque là aussi, l'utilisation par le fer des croix, l'ensemble de ces terrains ne sera plus à terme utilisé nécessaire pour les besoins du chemin de fer. Et c'est un lieu qui est là aussi d'une position extrêmement privilégiée, puisqu'il est tout proche du centre-ville, il peut être atteint facilement par ces éléments de voirie, de circulation rapide du Grand Strasbourg. La gare étant venue se placer ici sur les anciens remparts, là aussi. On voit ici là, tout le réseau ferroviaire qui se met en place, et la gare ici avec le quartier allemand et ses tracés qui font le lien avec le quartier historique. On voit combien ce lieu, finalement, se place dans un dispositif circulaire autour de Strasbourg, extrêmement riche en équipement et en qualité de desserte. On voit aussi comment ces lieux sont des lieux qui sont extrêmement complexes à transformer, parce qu'ils ont quand même des usages qui restent partiellement. Quand l'usage n'est plus là, ce sont souvent des lieux très pollués. Quand il y a eu un dépôt de carburant, quand il y a eu des activités industrielles, il y a d'énormes travaux à faire pour les rendre aptes à un aménagement d'une autre nature. La création de Réseau ferré de France en 1997 a rajouté un niveau de complexité, puisque la plupart des sites ferroviaires en France ont un peu cette tête. Là, vous avez, je crois, en bleu ce qui appartient à la SNCF, en jaune ce qui appartient à RFF, et donc on a ce mixage partout des propriétés, et donc des lieux extrêmement difficiles à transformer, mais sur lesquels donc, la ville se penche aujourd'hui et réfléchit à ce qui pourrait devenir un nouveau quartier, une fois de plus dans une disposition très, très, très privilégiée. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 8h moins 5 pour simplement vous dire que, alors je n'ai pas repris des grands exemples en région parisienne. Ici on est en Seine-Amont, là, du côté de Vitry. Ici on est du côté de l'autre côté, au nord de Paris, dans la Seine-Saint-Denis, et on sent bien combien ces grands espaces sont au cœur des enjeux de développement urbain d'aujourd'hui, avec, comme vous l'avez senti, je pense à travers les exemples que j'ai développés, quelques éléments de bâtis patrimoniaux extrêmement qualitatifs, extrêmement ingénieux dans leur conception initiale, et qui peuvent se transformer, l'exemple à montrer, et s'adapter aux usages de la ville d'aujourd'hui. Et sinon, beaucoup de grands espaces dont la qualité essentielle est leur localisation, et dont on voit aujourd'hui qu'ils peuvent devenir, selon la manière dont on les transforme, des espaces clés et privilégiés des stratégies urbaines contemporaines. Voilà, je m'arrête là-dessus pour qu'on puisse un petit peu échanger. Merci beaucoup.